صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. مثل ما وعدتكم اليوم فقرة كتاب، فقرة كتير مميزة لأنه ضيفة مميز، ولكن الكتاب اللي رح نحكي عنه بعد ما يعني نشر بفرنسا توقيعه ب 14 اذار، واليوم حصريا على اول تلفزيون يعني بالعالم العربي وباوروبا. اللي عندي موجود الكاتب هون معي بالاستوديو، وايضا كتابه الرائع اللي رح نتحدث عنه. بحب رحب باستديوهات الام تي في بالكاتب والصحفي الفرنسي كريستيان شينو. Vous êtes le bienvenu. Merci, shukran. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de votre dernier livre qui n'a même pas encore vu le jour en France, Qatar, les secrets du coffre-fort. قطر أسرار الخزنة. رح نتعرف معه أكثر عن قطر وأهميتها بعالم اليوم الاقتصادي والسياسي. Vous êtes là, donc vous êtes là dans le cadre aussi d'une conférence que vous avez tenue, invitée par Samir donc Kassir Foundation à l'ambassade de France le vendredi 1er mars. Donc et vous avez parlé aussi de beaucoup de choses, surtout du Moyen-Orient. Et on a parlé du livre. Raconter, expliquer et commenter le Moyen-Orient. Et vous m'aviez dit que vous alliez refaire cette conférence à Bagdad. Elle a été faite samedi dernier. Ah, samedi dernier, avant de venir au Liban. Voilà. Et donc, comment ça se passe Très bien, sauf qu'à Bagdad, c'est toujours le chaos, la sécurité maximale. Vous arrivez à l'aéroport, gilet pare-balles, voiture blindée. Et sur 10 km pour sortir de l'aéroport, il y a des barrages partout, quoi. Bien sûr, en tout cas, je vais vous présenter au public. Tout le monde vous connaît, mais pour ceux qui ne le... Et puis le livre, on l'a écrit, je l'ai écrit avec Georges Malbruno. Bien sûr, comme d'habitude. Du Figaro, comme d'habitude. Votre collègue du Figaro. Et vous avez été prise en otage avec lui en Irak en 2004. Vous avez écrit beaucoup de livres donc, en collaboration avec lui. Et donc, je vais vous présenter au public et on va attaquer le livre. Christian Cheno, كاتب وصحافي فرنسي، حائز على إجازة بالصحافة من Centre de formation des journalistes، وأيضا إجازة بالعلوم السياسية من Institut d'études politique de Paris. عمل كصحافي بمصر للبروغري إيجيبسيان من 1980، وبسنة 1990 لل 1992 عمل كمراسل بمصر، ومن 1999 لل 2004 أيضا كصحافي مراسل بالأردن، كما أنه من 2005 هو صحافي لإذاعة فرانس انتر بكل ما يختص شؤون الشرق الأوسط. Vous comprenez très bien l'arabe. C'est bon. ما في مشاكل، ما في أخطاء. ما في أخطاء. C'est très bien. خطف بالعراق سنة 2004 مع زميله أيضا جورج مالبرونو، وخطف ل 124 يوم، وكتب وأصدر كتاب بهالموضوع ميموار دوتاج notre contre-enquête اللي أصدره سنة 2005. كما أصدر كتب عديدة، منها كتاب مع الكاتب والصحافي اللبناني أنطوان سفير. Donc vous avez collaboré aussi autour de Orient-Occident, le choc. C'était avant les révolutions arabes. C'était avant les révolutions arabes. En tout cas, je l'avais lu et j'en avais parlé aussi dans mon émission. C'était un peu, ça préparait. Un petit peu. Hein? Vous analysez bien la situation. On essaye. Ah non, bien sûr. Parlons un peu de vous, Christian Cheno. Pourquoi cet intérêt pour le Moyen-Orient, sachant que depuis 1980, vous êtes dans ce monde-là arabe et en Afrique, en Égypte. Et j'aimerais bien aussi que vous nous parliez très brièvement de votre expérience en tant qu'otage en Irak. Je crois que le Moyen-Orient, c'est un peu une passion, un peu comme le journalisme. C'est pas un métier de bureaucrate. Et donc, et la région, moi je l'ai découverte, comme vous l'avez dit, en Égypte. Et c'est là que j'ai tout aimé. J'ai aimé la langue, j'ai aimé les gens, j'ai aimé l'ambiance, l'atmosphère. Et donc très vite, je me suis impliqué dans la région. Et comme vous l'avez dit, j'ai appris l'arabe, j'ai voyagé. Et donc vraiment, et j'ai compris aussi que cette région était très importante aussi pour l'Europe.
et les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'histoire commune. Ouais. La Méditerranée est notre mare nostrum, hein, notre mer commune. Exactement. Et donc les interactions historiques, culturelles, religieuses, économiques, culturelles, voilà, notre destin est lié. On n'est pas comme les Américains, eux ils sont très loin. Nous, notre frontière, c'est le Sud et c'est le Moyen-Orient. Exactement, nous ne sommes pas très loin. Et je pense que le but des journalistes, c'est aussi de construire des ponts entre cette région, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de clichés, parfois beaucoup de tensions. Et donc, on est là aussi pour essayer de faire comprendre aux Occidentaux, enfin aux Français, à l'opinion française, qu'est-ce que c'est ce Moyen-Orient arabe, qui sont ces gens, quelles sont leurs envies, pourquoi là ils sont en révolution, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça l'idée. Oui. عم بسأله إنه ليه هالاهتمام خاصة بشؤون الشرق الأوسط؟ قال لي لأنه منطقة كتير مهمة ومنا بعيدة عن أوروبا وخاصة إنه في البحر المتوسط اللي بيجمعنا وفي كتير كمان كان أفكار يعني وأغلاط بيفكروا فيها كتير من الأوروبية نحو هالشرق الأوسط وأيضاً في كتير من العرب بيفكروا غلط عن أوروبا جرب وأيضاً في كتير ضغط وحب أنه يفسر هالعالمين لبعضهم أيضاً. Donc vous avez été pris en otage en 2004 par l'armée islamique irakienne. Voilà. Et donc pour 124 jours, ça a été vraiment, tout le monde a vraiment œuvré pour vous faire sortir de là-bas. Mais il y a des gens, donc, comme Times Magazine, qui ont dit que la France a payé des millions, de 15 millions de dollars pour vous faire sortir de là-bas. Oui. Mais d'autres, ils disent que seulement c'était pour la loi de la laïcité. Et vous avez écrit un livre. C'était quoi votre réponse? La réponse déjà, c'est que quand on a été libéré, on n'a pas vu une mallette d'argent circuler. On n'a pas vu ça. Est-ce qu'il y a eu un accord financier entre les Français et les ravisseurs? Certainement, probablement. On n'est pas libéré comme ça parce que ça vient comme ça. Il y a eu un accord. Nous, on n'a pas eu les détails de cet accord. On a appris aussi par la suite, et ça, il y a un lien avec le Qatar, c'est qu'apparemment, un islamiste avait été libéré aussi au moment de notre libération. Il y avait eu aussi un deal politique pour faire libérer quelqu'un. D'accord, en contrepartie. Donc voilà, encore une fois, les gens pensent rançon, mais ce n'est pas forcément ça. Il peut y avoir d'autres contreparties, pas forcément monétaires. دكار وقتها اكيد حجزوه وخطفوه هو وزميله بالعراق سنه 2004 بقي 124 يوم مخطوف. وفي كتب كتاب عن هالموضوع، سالته شو الحقيقه لانه في ناس بتقول انه دفعت فرنسا 15 مليون دولار للعراق تقدروا يظهروه هو وزميله من المنطقه، وفي ناس بيقولوا انه لا كان ضد بس بدهم انه ما يعودوا يعملوا اي قانون للعلمانيه. وسالته شو اللي هو بيجاوب، قال هو انه ما شاف اكيد يعني شنطه فيها مصاري عم تتداول، بس انه ممكن كثير يكون صار في تشاور بين الحكومه الفرنسيه والحكومه العراقيه. عم بيقول انه كمان مقابل لكن في عراقي محجوز بفرنسا وهيك انه كمان مش بفرنسا وين بعراق في بعراق. Les Français qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Ils ont fait passer les messages aux Américains et aux autorités irakiennes qu'ils souhaitaient la libération de quelqu'un. d'accord. لكن العراق كان محجوز بالعراق، ولكن طلبوا من الحكومة الفرنسية تحكي مع الأمريكان ليقدروا يطلعوه من وين. بالضبط. C'est bien, j'adore ça. C'est beau. Et je vois bien que c'était une expérience qui peut-être vous a mené à plus de compréhension. Peut-être d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après notre libération, beaucoup de mes amis arabes en Jordanie, en Irak, ici au Liban, me disaient mais est-ce que tu vas continuer à t'intéresser à la région? Parce qu'ils avaient peur que ça a créé un choc. Je dis non, mais j'ai rien, au contraire. Moi, les ravisseurs, c'est des ravisseurs. On s'en est sorti, voilà. Ça ne change rien sur mes idées politiques, sur ma relation avec la région. C'est pas parce que vous avez un petit groupe qui prend des otages que
tous les gens sont associés à ces gens-là. Bien sûr عم بيقول انه من بعد ما خطفوه هذا الشيء ما عمل له صدمه وكل اللي حواليه سالوه انه رح ترجع تروح على العراق. يحو من يومين كان بالعراق ما عنده اي مشكله. قال لي لا بالعكس هذا الشيء مش معناتها انه كل الناس ما بتسوى. هذا في ناس خطفوه ورجعوه وهذه كانت تجربه اكيد مش حلوه ولكن تعلم منها كثير وفهم اكثر امور بالمنطقه. On va attaquer Qatar, les secrets du coffre-fort, dans lequel vous menez donc une enquête qui montre comment cette puissance arrive à créer un empire sans armes en achetant le monde. En tout cas, en essayant. Oui, mais vous donnez des exemples et on voit qu'ils sont partout. Et toutes les plus grandes compagnies du monde, ils ont leur main dessus. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le Qatar, qu'est-ce que c'est? Oui. Le Qatar, c'est un pays qui est à peu près grand comme la Corse, 10 000 km², 200 000 nationaux, c'est-à-dire c'est un quartier de Beyrouth, c'est un petit quartier de Beyrouth, et qui sont très très riches. Ils ont une réserve de gaz pour 200 à 300 ans, du pétrole pour 30 à 50 ans, et tous les ans, ils ont 50 milliards de dollars cash qu'ils peuvent dépenser pour acheter. Donc on remarque que c'est un pays qui a beaucoup de cash alors que... Une toute petite population. C'est comme si... Une toute petite population et cash alors que dans le monde entier, il y a une crise économique où le cash n'existe plus. Exemple, je parle de 50 milliards de dollars et la dette du Liban c'est 50 milliards. Ils pourraient en une année racheter la dette du Liban, comme ça. Donc, s'ils le veulent. S'ils le voulaient, évidemment. Donc eux, évidemment, je crois qu'il y a deux choses importantes à dire. Il y a deux événements qui ont traduit la montée en puissance du Qatar sur la scène internationale. C'est la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée en 2010 et la guerre en Libye. La guerre en Libye où ils sont devenus des combattants, ils ont participé à une guerre. Et depuis ce temps-là, effectivement, ils ont des ambitions, pas simplement d'acheter des entreprises, mais aussi de, je dirais, gouverner la région. De mener le jeu politique, mais d'une façon très civilisée, si on peut le dire. En tout cas, d'influencer, de jouer toutes leurs cartes, des cartes politiques, diplomatiques, le carnet de chèques, pour influencer sur les dossiers régionaux. D'accord. عم بسأله عن كتابه قطر وعم بيقول انه منطقة كتير بلد كتير صغير 200,000 مواطن ولكن من أقوى وأهم البلدان اقتصاديا 50 مليون دولار سنويا بيوظفون بالعالم بيشتروا الشركات منها أهم شركات بالعالم وعم بيقول انه في حدثين مهمين هن اكيد الكوب دي موند يعني الفوتبول سنه 2022 رح تصير عندهم اكيد اشتروا هذا الشيء ils ont acheté probablement ou en tout cas avec des influences des influences وايضا الحدث الثاني انه كيف ساعدوا بالثوره الليبيه ايضا ودفعوا كثير مصاري. Vous parlez aussi du trio magique du Qatar, l'émir, la Cheikha Moza et donc Tamim l'héritier. Non, Hamad Ben Jassem. Vous parlez de trio magique, moi je dirais le trio infernal, non? En tout cas, je crois que le Qatar qu'on connaît aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour et avoir ce rayonnement sans l'émir, qui est un visionnaire, qui est quelqu'un qui a renversé son père, qui a une vision pour son pays, qui a tout de suite compris l'impact des médias. Al Jazeera, c'est 1996, c'était il y a plus de 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui comprend le monde. Et puis sa femme, Cheikha Moza, qui est une femme très, comment dire, qui comprend aussi le monde, donc qui veut faire avancer l'éducation des femmes, qui comprend... C'est une femme assez cultivée, très intellectuelle. Qui a créé le premier orchestre philharmonique dans le Golfe. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on a appelé le Talleyrand de l'émir, c'est-à-dire Hamad Ben Jassem, qui lui est un personnage un peu controversé. C'est lui l'homme des contrats sous la table, de la diplomatie secrète, des contacts avec tout le monde, avec les Israéliens, avec les Américains, mais avec les talibans, avec le Hamas, avec tout le monde. Voilà. Donc c'est un peu il tisse des liens avec tout le monde. Et c'est quelqu'un de très important pour l'émir parce que c'est lui, en fait, qui est son poisson pilote. Il fait ce qu'il peut pas faire lui-même en tant que prince. Et on dit même que c'est l'homme le plus riche du Qatar.
محمد بن جاسم. Voilà, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. عم بيقول انه هو بيحكي عن اكيد 3 اشخاص اللي هن بيعملوا القطر، اكيد الامير القطري، مرته الشيخه موزه، ومحمد بن جاسم اللي هو رئيس الوزراء. وعم بيقول انه الامير كان عم بيشوف الامور رؤوي كثير، بكفي. وعم بارلي دو الجزيره، كيف اسس الجزيره وين وصل اليوم، حتى بالربيع العربي يعني. On va parler aussi du printemps arabe maintenant à travers Jazeera. وايضا الشيخه موزه اللي هي كثير مثقفه ويعني امراه كثير بتساهم للامراه بقطر، وبتفتح اكيد المجال للفن وللثقافه. واكيد رئيس الوزراء اللي هو علاقاته مع الجميع منيحه، وبيقولوا انه اغنى انسان بقطر بيقولوا. On a parlé de Al Jazeera. Aujourd'hui, Al Jazeera a beaucoup influencé la révolution, le printemps arabe, toutes les révolutions arabes. Et vous croyez que c'est vraiment à elle-même une puissance mondiale, parce que le média, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il y a eu vraiment une révolution à Al Jazeera. C'est-à-dire quand on parle de 96-2010, c'est vrai que grâce à Al Jazeera, ça a explosé de partout. C'est vraiment, il y a une vraie révolution à Al Jazeera. Le problème, c'est qu'après, à partir de 2011, les révolutions arabes, Al Jazeera, finalement, a collé à l'agenda diplomatique du Qatar, et que des gens à l'intérieur de la chaîne nous ont dit qu'effectivement, l'influence des islamistes, l'influence de l'agenda politique du Qatar jouait sur la ligne éditoriale, et que, par moment, Al Jazeera était devenu, non pas spectateur, ou je veux dire, avait du recul par rapport à l'événement, mais était carrément un acteur de ces révolutions. On le voit bien maintenant en Syrie, on le voit bien ailleurs. Donc ça a évolué, c'est-à-dire que le rôle a évolué de ce média de masse. On est vraiment passé d'un média transnational qui parlait de tout, voilà, à un média presque en guerre. Nous on dit à un moment donné, quelqu'un dans la rédaction d'Al Jazeera nous a dit maintenant on est en guerre, notamment en Libye. C'est-à-dire, ils sont vraiment... une guerre médiatique. On est dans une guerre médiatique. Oui, c'est-à-dire, ils sont là à faire la guerre, mais bien sûr, à leur façon, à travers les écrans. C'est-à-dire qu'ils ont, encore une fois, on voit bien qu'ils sont vraiment en parallèle de l'agenda politique et diplomatique du Qatar. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, à l'intérieur de la chaîne, ceux qui étaient là depuis 15 ans nous ont dit on est un peu déçus parce que on a un peu perdu le début d'Al Jazeera qui était vraiment pleine de liberté, flamboyante, et que maintenant on a perdu beaucoup de crédibilité. On nous a même dit peut-être 30% d'audience, et que d'autres chaînes, les chaînes arabes, les chaînes internationales, nous ont pris des téléspectateurs parce qu'on a perdu un peu de crédibilité. J'ai compris, en tout cas je vais traduire tout ce que vous venez de dire. Bertissar, mais juste après ce petit break. مشاهدينا الكرام، منتابع حلقتنا المميزة من كتاب مع الكاتب والصحافي الفرنسي كريستيان شينو، وكتابه كاتار لي سكري دو كوفر اللي حصريا عم نحكي عنه لأول مرة بالعالم كله، لأنه ليطلع على تلفزيون فرنسية عم بيقول لي ب 16 اذار مع روكيه. يعني اليوم فينا نقول انه نحن عن جد انجاز بالام تي في. دونك فو بارلي كان عم بيحكي عن الجزيره وقد ايه اهميتها، وعم بيقول انه وقت بلشوا 1996 ما كانت هي نظرتهم. يعني اليوم فاتوا اكثر بالسياسه والحرب بالعالم العربي، وهيدا حطوا تقلهم بهيدا الموضوع ايضا، ولليوم منشاهد هيدا الموضوع. Donc vous dites que les princes du Qatar soutiennent les frères musulmans et ont soutenu donc le renversement en Libye, et aujourd'hui soutiennent certaines franges en Syrie. Oui, c'est-à-dire que maintenant, et là on le raconte bien dans le livre, il y a un vrai duel entre l'émir et Bachar al-Assad. Il faut qu'il y en ait un des deux qui tombe. C'est-à-dire que maintenant l'émir est engagé à fond pour que Bachar tombe, parce que les Qatariens savent que si Bachar el-Assad reste un peu au pouvoir ou reste pas complètement éliminé,
ils vont subir peut-être des conséquences à un moment donné et que les Syriens se vengeront à un moment donné. Et donc, il y a vraiment presque un duel à mort. Je veux dire, c'est presque une tragédie grecque, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que… Donc, eux font tout leur possible pour mobiliser l'argent, les soutiens diplomatiques pour faire tomber le régime. Donc là, il y a un vrai combat à mort entre le Qatar et Bachar el-Assad, le régime syrien. إنه في حرب للموت بين بشار الأسد والأمير القطري وعم بيقول إنه واحد منهم لازم يموت يعني ويروح خاصة إنه عم بيقول إنه ممكن يرجعوا السوريين يعني يقووا عليهم من هيك عم بيوصفوا مصرياتهم ضد حكومة بشار الأسد. C'est ce que vous dites. C'est ça, c'est-à-dire que moi je ne sais pas ce qui va se passer demain, personne ne sait, mais en tout cas entre le Qatar et la Syrie, c'est un vrai duel à mort, quoi. Et pourtant au début, l'émir était très ami avec Bachar el-Assad. Oui, c'est ce qu'on savait. Ils ont 3 palais, par exemple, encore en Syrie. Voilà, il y avait des relations très étroites. Et puis, ça s'est gâté. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Qatariens nous l'ont beaucoup dit. Avec ces révolutions arabes, ils nous ont dit on veut être avec le vent de l'histoire. On veut être du bon côté de l'histoire. Le vent du changement. Et pour eux, le bon côté, c'est les frères musulmans, c'est les islamistes. Et donc, eux vous disent ça. Donc, on ne veut pas être avec le mauvais côté. عم بقول انه القطريه نقوا انه يكونوا مع التغيير الافضل اللي هو اكيد مع الاخوان المسلمين. Selon eux. هن هيك بيعتقدوا ايضا. Vous parlez aussi de l'héritier, du prince héritier Tamim, et vous dites qu'il y aura deux scoops. Ben, mais ce qu'on dit sur l'héritage, c'est d'abord, on dit dans le livre que l'émir a dit à ses proches qu'il quittera le pouvoir d'ici 3 à 4 ans et qu'il va passer la main à son fils Tamim qui a 32 ans, qui parle l'anglais, le français, très bien éduqué. Très éduqué, oui. Mais le problème de Tamim, c'est qu'il n'a pas le même caractère que son père. Et tout le monde, les grandes questions qu'on se pose, c'est comment va diriger Tamim. Mais ce n'est pas lui qui va diriger, comme d'habitude. Ah bah en tout cas, il y aura des gens, mais est-ce qu'il va adopter une ligne plutôt un Qatar qui fait la médiation ou le Qatar qui est en guerre? Là, il y a une grosse différence depuis 2 ans et on ne sait pas. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Vous parlez de racheter quelque chose de russe. Alors, l'autre scoop, donc ça c'est un des premières informations, on a des scoops qu'on livre dans le livre, c'est qu'à un moment donné, en 2012, le Qatar, Hamad Ben Jassem, a essayé d'acheter le veto russe à l'ONU. Et évidemment, Lavrov est parti en colère. Comme quoi, les Qatariens n'ont peur de rien, ont un culot extraordinaire et pensent que tout s'achète. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on achète tout le monde. Oui, بفكروا القطرية إنه كل شيء بينشرى، كل الحل هو بالمصاري، والأمير التميم اللي رح ياخذ محل بيه بعد 3 4 سنين عم بيتساءلوا إذا رح يكون بقوة شخصية والده الأمير. Juste pour conclure, est-ce qu'il y a un danger à ce que le Qatar bouffe le monde ou bien non? Non. C'est-à-dire qu'on dit vraiment c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Évidemment. Mais ils ont des limites eux aussi. Ils ont des limites. Ouais. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Non. Et puis maintenant, c'est ça le problème, et on dit à la fin, c'est que le Qatar maintenant a beaucoup d'ennemis. Et on cite un proverbe arabe qui dit si ta maison est en verre, ne lance pas de pierre. Et c'est un peu le cas du Qatar. C'est-à-dire que maintenant, il lance beaucoup de pierres et que peut-être un jour… إنه ما في خطر إنه القطر ياكل العالم، بالعكس يعني صار عنده كثير ناس ضده، ولازم يمكن مع الوقت بتخف هي سلطته على العالم، والمصاري ما بتشتري كل شيء. L'argent n'achète pas tout, n'est-ce pas? Bah heureusement, parce que sinon le monde serait triste. Bien sûr. En tout cas, Christian Chesneau, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette exclusivité. Et on espère vous revoir au Liban pour de nouveaux livres aussi intéressants que celui-là. Merci. Merci à vous. شكرا جزيلا. merci. مشاهدينا الكرام، أنا بشوفكم نهار الخميس، وهلا بنبقى مع زميلتي رولا.